Le Yémen se murmure entre les lignes des journaux, comme si sa vraie nature refusait de tenir dans une dépêche. On y lit la guerre, les frontières fermées, les crises, mais sous ces gros titres respire quelque chose de bien plus ancien que les pyramides elles-mêmes, quelque chose que peu osent raconter. Et si, derrière l'image que l'on projette de ce pays, se cachait un monde entier resté presque intact, comme suspendu hors du temps? Imaginez une ville où des gratte-ciel s'élèvent depuis plus de 500 ans, non pas en verre et en acier, mais en argile crue, façonnée à la main, séchée au soleil, et pourtant capable d'avoir survécu à des empires entiers. Imaginez des villages accrochés à des falaises comme des nids d'aigles, où l'on continue de chanter à la lune dans une langue que presque personne, ailleurs, ne comprend plus. Imaginez un marché où flotte, depuis 8 siècles, le même parfum de roses séchées et de savon au lait de chamel, glissant entre des jeux d'ombre et de lumière inchangés depuis des générations. Voilà le mystère que ce voyage se propose de dénouer, pas à pas, vallée après vallée, jusqu'au cœur d'un Yémen que presque personne n'a pris le temps de regarder vraiment. Commençons par cette énigme architecturale que l'on surnomme, non sans raison, le Manhattan du désert, Shibam. Le nom fait sourire au premier abord, on imagine forcément du verre et de l'acier, et pourtant, rien de tout cela. Ici, les tours qui percent le ciel sont pétries de boue, d'eau et de paille, puis durcies au soleil brûlant du Hadramaout. Certaines atteignent 8 étages, ce qui fait de Shibam l'un des tout premiers exemples au monde d'urbanisme vertical, bien avant que l'idée même de gratte-ciel n'existe ailleurs sur la planète. Toute la cité est ceinte d'épaisses murailles, pensées pour repousser à la fois les crues soudaines, les envahisseurs et les vents impitoyables du désert. Et le plus troublant, c'est la logique cachée derrière cette architecture. Les murs massifs jouent le rôle d'isolant naturel, gardant la fraîcheur le jour et retenant la chaleur la nuit, tandis que les petites fenêtres filtrent le sable et régulent à la fois la lumière et la température intérieure. Un système pensé, raffiné, presque écologique avant l'heure, qui a permis à cette ville de traverser les siècles sans jamais perdre son âme. Car Shibam n'a pas toujours été isolée du monde, bien au contraire. Posée sur l'ancienne route de l'encens, elle fut jadis un carrefour commercial flamboyant, traversé par des caravanes chargées de myrrhe, de résines précieuses et d'épices venues de loin. Perdue au milieu du désert en apparence, elle devait en réalité sa prospérité à une position stratégique redoutablement bien choisie. Aujourd'hui, la ville se dresse comme un musée à ciel ouvert, témoin silencieux du génie de ses bâtisseurs. Ses ruelles étroites serpentent entre les tours serrées les unes contre les autres, et de nombreuses maisons se transmettent depuis des générations, entretenues selon des méthodes ancestrales. Dans certains quartiers, des poutres de bois relient encore les étages supérieurs d'un bâtiment à l'autre, permettant aux voisins de partager un repas ou une conversation sans jamais poser le pied dans la rue. On imagine ces échanges suspendus dans les airs, presque secrets, et l'on se demande combien de liens humains se sont tissés ainsi, à quelques mètres au-dessus du sol. Mais l'énigme du Yémen ne s'arrête pas aux portes de Shibam. Il faut prendre de la hauteur, laisser le plateau derrière soi, là où la terre se courbe comme une prière, sèche et dorée à perte de vue. Là-haut, accrochés à la roche, des villages observent le monde en silence depuis des siècles. Al-Adjaraïn semble avoir poussé directement de la falaise plutôt que d'avoir été construit par des mains humaines. Ces maisons, empilées comme des manuscrits oubliés, font face sans ciller à un soleil sans pitié. Ici, pas de rivière, pas de verre, seulement la pierre. Et pourtant, la vie continue, obstinée, presque silencieuse. Un peu plus loin, en suivant le wadi, un autre mystère surgit. Al-Waizal, comme une vision suspendue dans le vide, un village figé en plein ciel. Ces maisons de pierre reposent sur des corniches sculptées par le temps, à environ 30 mètres au-dessus de la vallée. Vu d'en bas, l'endroit semble presque irréel. Vu d'en haut, il paraît au contraire d'une évidence absolue, comme s'il n'avait jamais pu exister ailleurs. Des enfants jouent à l'ombre de crêtes de granit qui semblent vouloir toucher le ciel. Les deux villages parlent, chacun à sa manière, le même langage, celui de l'adaptation. Les murs épais préservent la fraîcheur, les pièces restent étroites et sombres, non par pauvreté mais par nécessité, et les toits plats servent tour à tour de réserve et de lieu de sommeil à la belle étoile. Pour atteindre ces lieux, il faut accepter de quitter le présent quelques heures. La route se love le long des montagnes comme un texte sacré qu'on lirait du bout des doigts. Aucun bruit, si ce n'est le souffle de la poussière, l'écho du vent sur la pierre et les pas discrets d'un voyageur arrivé, semble-t-il, en retard sur une conversation entamée depuis des siècles. En laissant derrière nous ces villages suspendus et en poursuivant l'ascension, une nouvelle question se pose.
Comment la vie peut-elle s'épanouir là où presque rien ne le permet? La réponse se trouve à Djabal Sabir, une montagne qui semble vivante d'une façon différente. Située non loin de la ville de Taez, Djabal Sabir compte parmi les sommets les plus élevés du Yémen, dépassant les 3000 mètres d'altitude. Mais ce n'est pas son altitude qui le rend extraordinaire, c'est cette vie tenace qui s'accroche à chacun de ses flancs. Des terrasses agricoles, taillées dans la montagne il y a plus de 2000 ans, recouvrent les collines comme des escaliers de verdure. Elles sont encore cultivées aujourd'hui. On y fait pousser du café, de l'orge et bien d'autres récoltes. L'eau, elle, chemine par des aqueducs creusés à la main et se conserve dans des bassins de pierre. Malgré des précipitations limitées, les habitants pratiquent ici une agriculture que peu oseraient tenter à une telle altitude, une ténacité tranquille, presque une leçon d'humilité pour quiconque a déjà renoncé devant un obstacle bien plus modeste. Djabal Sabir abrite aussi un animal rare et vénéré, le léopard d'Arabie, l'un des grands félins les plus menacés au monde. Plus petit et plus léger que son cousin africain, il porte un pelage jaune pâle constellé de taches sombres. On estime qu'il ne subsiste plus, à l'état sauvage au Yémen, qu'un nombre infime d'individus. Et pourtant, malgré sa rareté, ou peut-être justement à cause d'elle, cet animal occupe une place immense dans l'imaginaire et la spiritualité locale. Le folklore en fait un gardien des montagnes, une présence invisible qui veille sur la terre et sur ceux qui y vivent. Une rencontre avec lui est considérée comme un événement significatif, presque mystique. Les anciens racontent encore des histoires de ceux qui ont croisé sa route et qui, disent-ils, en sont ressortis marqués, choisis d'une certaine façon. Les efforts de préservation restent minces, freinés par le conflit qui traverse le pays, mais le respect que les habitants portent à cet animal pourrait bien être l'un de ces derniers remparts. Dans un pays si souvent réduit à ses fractures, Djabal Sabir existe tranquillement comme un monde à part, où se rencontrent l'histoire, la nature et quelque chose qui ressemble à l'esprit. Au sud-ouest de Djabal Sabir se dévoile une nouvelle pièce du puzzle, Al-Hajara, un village qui semble avoir été taillé à dessein dans la roche des montagnes de Haraz. Al-Hajara est à la fois forteresse et village, bâti entièrement en pierre locale, disposé pour épouser la pente naturelle du terrain. Les habitations s'élèvent en strates verticales, chaque étage répondant à une fonction précise. Au rez-de-chaussée, on garde traditionnellement le bétail, dont la chaleur corporelle réchauffe la maison. À l'étage intermédiaire, on entrepose le grain, les outils et les provisions. Tout en haut, ouvert à la lumière et à l'air, se trouve l'espace de vie où la famille se retrouve. Cette organisation permet d'exploiter au mieux l'espace disponible et d'assurer, toute l'année, une isolation naturelle remarquable. Les ruelles étroites d'Al-Hajara serpentent à travers le village comme un labyrinthe. Des escaliers relient les maisons entre elles, et les toits servent aussi bien de terrasses que de lieux de rassemblement. Vu de loin, Al-Hajara semble jaillir de la roche elle-même, dont les habitations se fondent dans la pierre, brouillant la frontière entre ce que la nature a façonné et ce que la main de l'homme a construit. Ses habitants tiennent farouchement à leurs traditions, à leurs maisons de pierre, à ces montagnes qui depuis toujours les protègent. À l'est d'Al-Hajara se dresse Taez, l'une des villes les plus importantes et les plus peuplées du Yémen. Au-dessus d'elle veille la citadelle d'Al-Kahira, une forteresse massive perchée sur une colline rocheuse. Construite il y a plusieurs siècles, elle fut autrefois le centre administratif et militaire du Yémen du Sud. Ses murailles de pierre épaisses, ses tours de guet et ses portes voûtées racontent, à qui sait les lire, une histoire de puissance et de résistance. Sa position n'a rien d'un hasard. De sa hauteur, on embrasse toute la ville du regard, un avantage qui permettait autrefois aux dirigeants de se prémunir contre toute invasion. En son sein se trouvaient jadis des arsenaux, des entrepôts et des quartiers réservés à la garde et aux commandants. Avec le temps, elle devint également un lieu de gouvernance et de cérémonie. Taez elle-même est une ville de strates, où les rues sinueuses grimpent les collines en traversant marchés, mosquées et écoles. Ses habitants sont réputés pour leur soif d'éducation et leur engagement, et la ville fut longtemps l'un des foyers de la vie intellectuelle et politique du Yémen. Visiter Al-Kahira, c'est ressentir, sous ses pas, le poids même de l'histoire inscrit dans la pierre. Du sommet, le regard se perd sur un océan de toits qui s'étend dans toute la vallée, encadré par des montagnes qui ferment l'horizon. Cette citadelle n'est pas une simple relique, elle fait partie intégrante de l'identité de la ville, de ce qui la définit encore aujourd'hui. Loin du tumulte du monde moderne, blotti dans le silence du désert, se cache une autre pièce essentielle de ce mystère,
Marib, jadis la capitale rayonnante de l'ancien royaume sabéen. Cette cité, vieille de près de 3000 ans, reste intimement liée à la légende de la reine de Saba. Selon les textes anciens et les traditions orales, c'est ici qu'elle régna sur une civilisation prospère, réputée pour sa richesse, son sens de la diplomatie et sa dévotion aux dieux solaires. Le plus grand accomplissement de cette époque reste la grande digue de Marib, construite au premier millénaire avant notre ère. Bien plus qu'un simple ouvrage hydraulique, elle fut un véritable symbole du génie humain face aux caprices de la nature. Longue de près de 600 mètres et haute de plus de 15 mètres, elle détournait les pluies de mousson vers un réseau d'irrigation complexe, capable de nourrir l'agriculture de milliers de personnes. Mais avec le temps, la digue s'est fissurée, puis effondrée. Cette perte marqua le déclin du royaume, un tournant si important qu'il est même évoqué dans les textes islamiques comme un moment charnière de l'histoire de l'Arabie. Pourtant, l'âme du royaume de Saba survit encore parmi les ruines du temple, où des inscriptions gravées par le soleil racontent, à qui prend le temps de les lire, ce que fut autrefois la grandeur de cette digue disparue. En poursuivant vers l'ouest, une surprise attend le voyageur, l'un des rares coins verdoyants du Yémen, Jabal Boura. Dans un pays connu pour l'aridité de ses paysages, Jabal Boura se distingue comme un massif montagneux densément boisé, abritant un écosystème aussi fragile que foisonnant de vie. Contrairement à d'autres régions, les précipitations y sont légèrement plus abondantes, créant un climat humide où prospèrent de grands arbres, des fougères et des rochers tapissés de mousse. Ce qui rend Jabal Boura particulièrement remarquable, c'est la présence du babouin hamadryas, une espèce profondément liée à l'identité écologique et culturelle du lieu. On reconnaît facilement ces babouins à leur épaisse fourrure gris argentée et à leurs yeux vifs et perçants. Les mâles, généralement plus grands, dominent des groupes soudés et très structurés. Leur comportement social, d'une étonnante complexité, mêle signaux vocaux, rituels de toilettage et démonstrations de hiérarchie, au point que l'on compare souvent leur organisation à celle des sociétés humaines. Pour les habitants de la région, ces primates ne sont pas de simples animaux. On les surnomme presque affectueusement les moines de la montagne. Dans les croyances locales, les babouins hamadryas sont considérés comme les gardiens spirituels de la forêt, des messagers envoyés par les dieux des montagnes. Leur faire du mal est perçu comme un mauvais présage, et certaines histoires racontent même que des récoltes entières auraient péri après qu'un villageois eût manqué de respect à ces animaux. De cette croyance est née une coexistence pacifique entre les hommes et les babouins. En lisière de forêt, les habitants déposent des offrandes de fruits et d'herbes en signe de respect. Et l'on apprend aux enfants, dès le plus jeune âge, à observer ces créatures de loin, à respecter leur espace, à les considérer comme des protecteurs de la terre plutôt que comme de simples curiosités. Au cœur même du Yémen se trouve peut-être la clé de toute cette énigme. Sanaa, l'une des plus anciennes villes habitées au monde. Son histoire s'étend sur plus de 2500 ans, et la cité tout entière fonctionne comme une archive vivante de la culture arabe. La légende raconte qu'elle fut fondée par Sem, fils de Noé. La ville est célèbre pour ses édifices uniques. De hautes maisons ornées de motifs complexes en gypse blanc bordent ses ruelles étroites. Ces demeures, souvent hautes de plusieurs étages, ont été conçues pour être à la fois fonctionnelles et belles. Leurs murs épais protègent de la chaleur, tandis que les étages supérieurs s'ouvrent généralement sur de larges fenêtres, laissant entrer l'air frais et la lumière. Vue de loin, la ville évoque irrésistiblement une maison en pain d'épices, une image que les visiteurs eux-mêmes emploient volontiers. L'un des monuments les plus emblématiques de Sanaa est la mosquée Al-Saleh. Achevée en 2008, elle offre une relecture moderne de l'architecture traditionnelle yéménite. Ornée de hauts minarets, de dômes élégants et de mosaïques minutieuses, elle n'est pas seulement un lieu de culte, elle est devenue un symbole culturel et architectural de fierté nationale. Malgré les épreuves liées aux conflits et à l'expansion urbaine, la vieille ville de Sanaa a préservé l'essentiel de son visage historique. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle demeure aujourd'hui menacée. Et pourtant, ses habitants continuent d'y vivre, d'y travailler, d'y trouver de petites joies quotidiennes, avec une résilience qui force le respect. Non loin de Sanaa, perché sur un rocher escarpé, se dresse un autre chapitre de cette histoire. Le palais de Dar al-Hadjar, bâti dans les années 1930 par l'imam Yahya comme résidence d'été. Ce palais compte parmi les merveilles architecturales les plus emblématiques du Yémen. Sa singularité ne tient pas seulement à sa verticalité impressionnante, mais à la façon dont il épouse le rocher sur lequel il repose, comme s'il en avait littéralement jailli.
L'édifice s'élève en strates, les pièces superposées les unes aux autres jusqu'à atteindre 5 étages. À sa base se trouve un puits profond de plus de 60 mètres, garantissant un accès à l'eau même durant les mois les plus arides. Sa conception exploite la ventilation et la lumière naturelle grâce à des fenêtres et des tourelles savamment orientées pour capter le vent. À l'intérieur, la décoration reste sobre mais raffinée. Portes voûtées, motifs géométriques et claustras de bois sculptés reflètent l'esthétique traditionnelle yéménite. Chaque pièce répond à une fonction précise, de l'accueil des invités au logement de la famille, toutes agencées de manière à préserver à la fois l'intimité et l'ouverture. Dar al-Hajjar est bien plus qu'un simple palais. Il incarne une certaine idée de la royauté, humble et pourtant grandiose, ainsi qu'un lien spirituel profond avec la terre. L'imam Yahya était connu pour la sobriété de son règne, et le palais en est le reflet fidèle, impressionnant vu de loin, mais chaleureux et accueillant une fois franchi le seuil. Aujourd'hui transformé en musée, il attire aussi bien les visiteurs yéménites que les voyageurs venus d'ailleurs. Depuis ses étages supérieurs, la vue se déploie sur des champs verdoyants, des montagnes lointaines et le rythme paisible de la vie rurale. Pour beaucoup de Yéménites, Dar al-Hajjar demeure un rappel fier de leur héritage, quelque chose que l'on montre à ses enfants avec, dans la voix, une pointe d'émotion difficile à masquer. Mais le mystère le plus troublant, celui qui semble presque défier toute logique, nous attend au large, l'île étrange de Socotra. Un lieu si singulier que les scientifiques la surnomment volontiers les Galapagos de l'océan Indien. Au cœur de cette île se trouve le plateau de Dixam, un vaste haut plateau réputé pour ses paysages surréalistes et ses espèces rarissimes. C'est là que l'on trouve l'habitat le plus célèbre de l'arbre à sang de dragon, une plante qui semble tout droit sortie d'un roman fantastique. Cet arbre au tronc épais et à la couronne en forme de parasol doit sa réputation à une particularité stupéfiante, une sève rouge, connue depuis l'Antiquité sous le nom de sang de dragon. Cette résine a été utilisée pendant des millénaires comme remède, comme teinture, comme encens et même dans d'anciens rituels. Les habitants de l'île lui prêtent encore aujourd'hui des vertus curatives, et elle demeure une ressource précieuse pour la médecine traditionnelle. Ces arbres poussent lentement et peuvent vivre plusieurs siècles, presque comme des témoins silencieux du temps qui passe. Le plateau de Dixam lui-même est un lieu de contraste saisissant, où d'immenses ciels s'étendent au-dessus de formations calcaires déchiquetées et de vallées creusées par des rivières depuis longtemps disparues. Des bergers y vivent encore, issus pour la plupart de communautés bédouines autochtones, faisant paître chèvres et bétail sur ces terres âpres. Les croyances locales décrivent souvent les arbres à sang de dragon comme des gardiens spirituels. Certaines légendes racontent qu'ils marquent les endroits où des dragons auraient jadis versé leur sang au terme de combats homériques. D'autres affirment que ces arbres communiquent avec les étoiles. Mythe ou réalité écologique, peu importe au fond. Ces arbres font partie intégrante de l'identité de l'île. Les préserver, ce n'est pas seulement sauver une espèce, c'est protéger un paysage qui, depuis toujours, semble exister à part, comme détaché du reste du monde. Sur cette même île de Socotra se dévoile enfin l'un des sites les plus impressionnants de tout ce périple, les montagnes de Aguer. Elles ne sont pas seulement une merveille géologique, elles sont la source même de la vie pour l'ensemble des écosystèmes de l'île. Les montagnes de Aguer alimentent la plupart des sources d'eau douce et des rivières de Socotra. Pendant la saison des pluies, les nuages enveloppent les sommets, nourrissant des nappes phréatiques souterraines qui, à leur tour, font vivre plantes, animaux et villages en contrebas. Des chutes d'eau, comme celle de Dirur, dévalent des falaises couvertes de mousse, créant au milieu de la terre sèche de véritables oasis de verdure. Pour les habitants de Socotra, les montagnes de Aguer représentent bien plus qu'un simple décor. Elles sont sacrées. Beaucoup croient que des esprits habitent ces montagnes et veillent sur l'île. Rituels et prières se tournent souvent vers ces sommets, particulièrement en période de sécheresse ou de maladie. Les anciens racontent l'existence de grottes où seraient dissimulées d'antiques peintures et évoquent des esprits qui n'apparaîtraient que dans la brume. Ces montagnes façonnent aussi la culture de l'île. Nombre des plus anciennes installations humaines se trouvent à leurs pieds et le rythme de la vie quotidienne semble épouser leur humeur. Quand le soleil se lève et projette ses ombres sur les crêtes, les habitants entament leur journée, allant chercher l'eau, s'occupant du bétail, se racontant des histoires transmises de génération en génération. Les montagnes de Aguer forment la véritable colonne vertébrale de Socotra, non seulement au sens physique, mais aussi au sens spirituel.
Elle renferme le temps, la mémoire et ce lien silencieux qui unit les hommes à leur terre depuis toujours. Le mystère se prolonge encore un peu, là où l'eau et le sable se rencontrent, le canyon de Khalissan et la plage d'Erer. Ce canyon, façonné au fil de millions d'années par l'érosion des eaux souterraines, serpente entre les collines calcaires en courbes douces et falaises abruptes. Pendant la saison des pluies, l'eau s'y écoule comme un ruisseau caché, creusant des chenaux profonds et formant des bassins naturels. Le long du canyon, les parois sont criblées de petites grottes teintées de nuances beige, ocre et grises. La végétation s'accroche au rebord, tandis que les oiseaux nichent dans les moindres fissures. S'y promener, c'est un peu comme emprunter un couloir secret suspendu entre la terre et le ciel. La lumière n'y filtre qu'en fins rayons, et le son semble s'y assourdir naturellement, comme retenu par les parois elles-mêmes. Juste après Khalissan s'étend la plage d'Erer, à l'endroit précis où une source d'eau douce se jette directement dans l'océan. Cette rencontre crée une zone saumâtre rare, où cohabitent des espèces de poissons et de plantes que l'on ne trouve nulle part ailleurs réunies. La plage elle-même, bordée de dunes d'un blanc éclatant et d'eau turquoise, est un lieu de prédilection pour la détente et la pêche des habitants de l'île. Erer compte aussi parmi les derniers sites de ponte des tortues vertes de Socotra. De juin à septembre, ces tortues reviennent précisément sur la plage où elles sont nées pour y déposer à leur tour leurs œufs, fidèles à un cycle immémorial. Khalissan et Erer n'abritent ni temple ni sanctuaire, et pourtant, il s'en dégage une forme de sacré tranquille, dans la façon dont l'eau caresse la roche, dans la manière dont ces tortues, année après année, retrouvent inlassablement le chemin de la maison. Notre voyage à travers le Yémen touche à présent à sa fin, et il nous conduit vers l'un des lieux les plus paisibles et les plus lumineux de tout ce périple, la plage de Chouab. Cette crique isolée, nichée sur le littoral de Socotra, est connue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour le spectacle quotidien qui s'y déroule. Chaque matin, lorsque le soleil se lève à l'horizon, des bancs de dauphins à long bec surgissent près du rivage. Ils bondissent, tournoient, éclaboussent les eaux peu profondes dans des acrobaties qui ont valu à ce lieu le surnom de danse des dauphins. Pour les habitants, ce n'est pas un simple phénomène naturel, c'est un signe, un présage favorable. Beaucoup croient qu'il annonce une journée propice, et les pêcheurs y voient souvent le signal d'une mer apaisée. La plage elle-même n'est que sable blanc et fin, et l'eau y est si limpide qu'on en distingue le fond, sans la moindre trace de construction à l'horizon. Les récifs coralliens tout proches abritent une multitude d'espèces marines, poissons perroquets, mérous, oursins, dans une diversité presque insolente. Contrairement à d'autres régions du Yémen, Chouab a échappé au tourisme de masse. Pas de grands complexes hôteliers ici, pas de foule, pas de bruit, seulement le rythme des vagues et de temps à autre, le saut furtif d'un dauphin. Chouab n'a rien de spectaculaire ni de légendaire comme d'autres sites du pays, et c'est peut-être précisément là sa force. Sa beauté réside dans la simplicité, un rappel que la paix et l'émerveillement ne naissent pas toujours des mythes ou des monuments, mais parfois d'un simple geste de la nature, répété chaque matin, sans témoin ni prétention. Et voilà, au fond, ce que révèle ce voyage, un autre Yémen, celui dont on parle si peu dans le monde. Un pays où chaque montagne, chaque ville, chaque souffle de vent garde en lui une mémoire plus ancienne que nos propres souvenirs. On referme ce périple avec une question qui reste en suspens, presque gênante. Combien de lieux comme celui-ci existent-ils encore, cachés derrière une image que les journaux ont figée une fois pour toutes? Combien de peuples continuent de vivre, d'aimer, de chanter à la lune, pendant que le reste du monde ne retient d'eux qu'un mot, la guerre? Ce n'est pas seulement un voyage géographique, c'est une invitation à toucher du doigt quelque chose de plus profond, cette beauté que l'on entend d'ordinaire qu'en filigrane des bulletins d'information, noyés sous les crises et les urgences. Car le Yémen n'est pas une planète lointaine, inaccessible, presque abstraite. Il fait partie de notre monde, le même que le nôtre, et il mérite, comme tant d'autres lieux oubliés, que l'on prenne enfin le temps de le regarder tel qu'il est vraiment,